Bonjour à tous, je m'appelle Louise, je travaille chez Wellio, je suis actuellement sur notre site de Paris-Gare de Lyon et je suis ravie de vous accueillir pour ce premier webinaire Time to Coach. Aujourd'hui, nous accueillons Thibaut Chêne, qui est le cofondateur du cabinet de consulting Moonspark, qui est spécialisé en transformation. Et Thibaut nous fait le plaisir de venir avec l'un de ses clients, qui s'appelle Lionel Quesnay, qui est Head of People and Organization chez Sandoz, et qui va venir nous expliquer comment sa société s'est adaptée aux enjeux du travail de demain. Ensemble, ils vont nous parler pendant une petite heure, pendant lesquelles il y aura vos questions, du sujet chaud du moment, le bureau, pourquoi faire ou comment mobiliser ses équipes entre télétravail et présentiel. Je fais juste un point rapide sur la technique de la plateforme. Alors, vous voyez à droite, vous avez une zone de chat. N'hésitez pas pendant toute la durée du contenu à poser toutes les questions que vous voulez. Elles seront soit traitées en direct par Thibaut et Lionel, soit traitées en fin de séance pendant le Q&A dédié. On va aussi publier une petite enquête de satisfaction, donc n'hésitez pas à y répondre en fin de séance pour qu'on puisse avoir en retour sur ce qu'on vous a proposé. Je laisse donc la parole à Thibaut et à Lionel et je vous retrouve en fin de séance. Merci Louise, bonjour à toutes et à tous, bonjour Lionel. Bonjour Thibaut. Ravi de te retrouver. Alors, Louise vous a parlé des fonctionnalités de Weezambly. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une plateforme collaborative qui va permettre que nous ayons des échanges soit grâce au chat, soit grâce à des outils de questions-réponses. Donc, ce que je vous propose, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, c'est de répondre à une question toute simple et on aura le résultat sous forme de nuage de mots dans quelques minutes. Donc, vous connaissez certainement le nuage de mots. Ce que je vous propose, c'est de répondre par des verbes. Un verbe à la fois, ça permettra de faciliter la formation du nuage. La question que nous vous posons, elle est très en lien avec la thématique du jour, évidemment, c'est qu'est-ce qui vous donne envie, vous, de retourner au bureau ou qu'est-ce qui vous a donné envie de retourner au bureau C'est une question qui est clé à l'heure où on a beaucoup de clients qui commencent à réfléchir à la façon de remobiliser les collaborateurs pour les faire revenir au bureau quand on pourra évidemment tous y revenir. On vous laisse 2 minutes pour répondre. Je ne vais pas parler pendant les 2 minutes, mais je vais vous laisser là quelques instants de réflexion. Et puis on reprendra dans quelques instants. Vous pouvez évidemment donner plusieurs réponses, chacun, c'est pas limité. Juste un mot à la fois, sinon la plateforme agrège tout, je pense. Alors, on va vous laisser encore quelques instants. De toute façon, Louise ne fermera pas la question tout de suite. Vous pourrez répondre pendant le début de la prochaine séquence. Non. On va continuer. Quand on a réfléchi avec Lionel et Louise au sujet de ce matin, moi, il y a 2 convictions qui me sont venues et qu'on a forgées au cabinet à force de parler avec nos clients. La première, c'est qu'on a vu beaucoup d'articles sur le télétravail ces derniers mois. Moi, j'ai une conviction personnelle, c'est qu'on n'est pas dans du télétravail actuellement. On est dans du travail contraint à distance. Le télétravail, c'est quelque chose qui est mis en place un commun accord entre un collaborateur et son entreprise et qui est limité dans le temps, borné, où on a de la visibilité. Là, ça fait 12 mois que ceux qui peuvent, en tout cas, travaillent chez eux à plus ou moins très haute dose, en ayant peu de visibilité sur la fin de cette séquence-là, ce qui induit des effets de bord assez costauds en termes de relations au travail, relations à l'entreprise, à ses collègues, et puis d'insécurité sur justement ce manque de visibilité. La deuxième conviction qu'on s'est forgée, c'est que ces derniers mois, on ne vit pas une révolution, on vit une accélération en fait. Le télétravail, ce n'est pas nouveau, le travail à distance, la digitalisation de l'espace de bureau n'est pas quelque chose qui date de 2020, c'est bien plus ancien que ça. Les grandes entreprises avaient des accords de télétravail avant. En revanche, celles qui étaient encore un peu réticentes, qui hésitaient à le mettre en place, se sont vues obligées quelque part de le faire et ça a accéléré ça. Ça a aussi amplifié la dose souhaitée de télétravail des collaborateurs et même des managers. On va y revenir dans quelques instants. Le deuxième sujet que ça a accéléré, c'est les modes de fonctionnement, les rapports entre les managers et leurs collaborateurs. C'est pas nouveau qu'il y a d'autres façons de travailler que le mode très hiérarchique. Ça fait 30 ans et plus que les auteurs en sociologie des organisations, en management nous disent qu'il y a d'autres façons de travailler. Pensez à l'holacratie, pensez à l'entreprise libérée, l'entreprise opale, des modes de fonctionnement bien plus horizontaux où on développe l'autonomie, la responsabilité des collaborateurs et où on met le manager dans un rôle nouveau. Alors là, ça s'est mis en place, le rôle nouveau du manager de manière très forte et très
très nouvelle, avec des managers qui parfois voient bien ce qu'ils doivent faire, parfois beaucoup moins, avec du coup là aussi un peu de questionnement. Mais en tout cas, la crise sanitaire n'a pas créé ce mouvement-là, elle l'a amplifié en créant de nouvelles questions du coup. Alors juste pour éclairer nos propos et voir un peu vers quoi on se dirige, quelques chiffres clés des derniers mois, dernières semaines. Une enquête a été menée en février 2020 et fin 2020 sur l'appétence des franciliens pour le télétravail et pour les nouveaux modes de fonctionnement. Ce qui est intéressant, c'est de voir que globalement, on a 85% à peu près de gens qui sont pour le télétravail et qui souhaitent le poursuivre. Et ça n'a pas bougé entre février et septembre. Donc, ce qu'on peut se dire, c'est que les derniers mois n'ont pas eu d'impact sur l'envie des gens d'être en télétravail. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que là où avant, on avait plutôt une journée de télétravail par semaine, on a 63% des collaborateurs qui disent « moi, j'en ferai bien 2. Je resterai bien 2 jours par semaine à la maison ». Et ça, c'est très cohérent avec la question, vos réponses aux questions préliminaires qu'on vous a posées, puisqu'on vous demandait combien de jours au bureau était idéal pour vous. Et on a eu une majorité, très forte majorité, 78% de réponses pour 3 jours par semaine au bureau, donc 2 jours de télétravail. On a eu quelques réponses à 2 jours au bureau et quelques réponses à 5 jours au bureau. Là, vraiment très peu, mais on en a quand même eu. Donc voilà, certaines personnes souhaitent retourner activement et pleinement au bureau. Et là encore, c'est cohérent avec la deuxième question. Vous a demandé quel était votre lieu de travail préféré. Vous nous avez répondu très majoritairement le bureau et ensuite à égalité la maison et les tiers-lieux comme les espaces de coworking ou autres. Alors, pourquoi aller au bureau? Le bureau, pourquoi faire? La réponse que nous donne cette étude, elle est assez intéressante et moi je trouve assez enthousiasmante. C'est le lien social. À 55%, les collaborateurs nous disent « moi je veux retourner au bureau parce que ça me crée du lien social, ça me permet de voir mes collègues, d'avoir des rapports avec eux, de créer de l'attachement à mon équipe, à mon entreprise et aussi d'avoir quelque part ces moments informels, le déjeuner, la pause café, mais pas que. Quand je passe devant le bureau d'un collègue, je passe une tête pour dire bonjour. Voilà, ça c'est des choses qui manquent un peu en télétravail parce que ça assèche un peu ce lien-là. Et un des enjeux, justement, dont on va parler avec Lionel dans quelques instants, c'est comment je recrée ce lien-là. Donc, on le voit, un consensus qui se dégage autour d'un retour au bureau, fortement demandé. On a 8% seulement des franciliens qui souhaitent être à 5 jours par semaine en télétravail, c'est très, très peu. Donc, retour au bureau, 2 jours de télétravail à peu près, et puis un bureau comme un moteur de lien social. Ça pose 2 questions. Une fois que je suis au bureau 3 jours par semaine, qu'est-ce que j'y fais? Quel type d'activité est-ce que je peux y mener? Et puis une deuxième qui est finalement le rôle du manager dans ces nouveaux modes de fonctionnement-là. Quel est-il? Comment est-ce qu'il se positionne? Et ce qui est intéressant, c'est que Lionel est donc People and Organization Director chez Sandoz, qui est une filiale de Novartis. Et c'est une question que Novartis se pose depuis un certain temps maintenant, en ayant commencé une transformation culturelle et managériale il y a quelques temps, dont il va nous parler. Voilà. Donc, Lionel, je suis ravi de t'avoir avec moi ce matin. Est-ce que tu peux nous donner quelques mots sur Novartis? Je pense que tout le monde connaît à peu près, mais Sandoz, voilà. Que fait Sandoz et qui es-tu? Oui, merci Thibault. Alors, Novartis, donc effectivement, je pense que le nom au moins est connu. Donc, c'est un grand groupe pharmaceutique international dont le siège est basé en Suisse, un peu plus de 100 000 collaborateurs dans 155 pays et une gamme très large d'aires thérapeutiques, oncologie, hématologie, cardiologie, etc. Donc, voilà, ça c'est le groupe Novartis. Le groupe Sandoz est une division de ce groupe Novartis. Sandoz est plutôt sur la partie, ce qu'on appelle les génériques et les biosimilaires. Donc, dans la vie du médicament, vous savez qu'il y a on appelle les princeps, c'est-à-dire quand une nouvelle molécule apparaît, et puis à un moment, les brevets effectivement passent dans un domaine public, et donc les laboratoires génériques prennent le relais, et donc Sandoz est spécialisé effectivement dans la production et la commercialisation de ces médicaments génériques et biosimilaires. En France, Sandoz, nous sommes 300, voilà, siège basé à Levallois. Et donc, moi, j'ai rejoint cette société il y a maintenant 1 an, après une vingtaine d'années, passé plutôt dans l'industrie du packaging et dans l'industrie agroalimentaire. Ok, merci. Et du coup, c'est intéressant parce que quand on parle des nouveaux modes de fonctionnement, souvent en ce moment, on lit des articles sur l'autonomie, la confiance, la responsabilisation. Et pourtant, l'industrie pharmaceutique, c'est quand même d'abord une industrie de process et de sécurité parce qu'on ne peut pas se permettre de jouer avec la santé des patients. Comment est-ce que vous gérez chez Sandoz ces nouvelles dynamiques managériales-là? Oui, alors c'est un point intéressant parce qu'effectivement, on pourrait croire laboratoire suisse. Bon, est-ce que ces réflexions justement sur les nouvelles méthodes d'organisation ont lieu dans ce genre de groupe? Et la réponse est oui, parce que pour ceux qui connaissent un peu l'industrie pharmaceutique, c'est une industrie qui se transforme énormément, qui a besoin de se réinventer.
Et donc, comment est-ce qu'on fait pour réinventer la médecine, réinventer nos traitements, si on continue à gérer nos équipes avec des méthodes qui datent parfois du XXe siècle ou voire même d'avant? Et donc, c'est vrai que depuis 3 ans, on a entrepris un mouvement qui vise à vraiment changer nos façons de manager. On se dirige vers ce qu'on appelle une culture unboss. Alors, unboss, c'est pas facile à traduire en français parce qu'il n'y a pas de mot exactement équivalent. On va dire autonome et responsable. C'est ça qu'on essaie d'insuffler à travers plusieurs choses. Et voilà. Et donc, finalement, la réponse à laquelle on essaie la question à laquelle on essaie de répondre aujourd'hui sur quelle est la bonne organisation du travail, le télétravail, c'était un peu naturellement la prolongation de cette réflexion. C'est-à-dire que c'est pour moi vraiment la filiation avec cette transformation culturelle, plus qu'avec la crise qu'on a vécue, qui a été un accélérateur, qui nous a permis de tester des choses. Mais en tout cas, cette réflexion, elle existe depuis assez longtemps sur la façon dont on peut transformer la culture. Et alors, comment ça se traduit concrètement aujourd'hui chez Novartis et chez Sandoz? Alors, chez Novartis et chez Sandoz, on a lancé un programme qui s'appelle Choice with Responsibility. C'est-à-dire qu'à un moment, on s'est posé la question, évidemment, de ce nouveau normal qui va après la crise. Là, finalement, la clé d'entrée de se dire est-ce qu'on doit être 1 jour, 2 jours, 3 jours au bureau, on a pensé que ce n'était pas la bonne. Aujourd'hui, toujours sur ce principe d'autonomie et de responsabilisation des équipes, on s'est dit finalement, c'est le collaborateur qui va décider comment et où est-ce qu'il doit travailler. Et donc, on a lancé ce programme Choice with Responsibility. Les grands principes du programme, c'est de dire le collaborateur décide, il informe son manager et s'aligne avec son équipe. Et donc, c'est ça qui va… Alors, bien sûr, aujourd'hui, on est encore en période contrainte, comme l'a indiqué Thibaut, c'est-à-dire qu'on n'est pas capable d'aller jusqu'au bout de cette logique, mais c'est ça qu'on est en train de dessiner avec nos équipes, de leur donner cette autonomie, ce choix dans la manière dont ils souhaitent s'organiser. Et donc, plutôt axer notre réflexion sur de quoi a-t-on besoin, où est-ce que ça fait sens pour moi en tant que collaborateur, et je vais revenir après, comment est-ce qu'on fait pour essayer justement que ça soit efficace, mais comment est-ce que moi, en tant que collaborateur, j'ai envie de travailler, et je décide finalement si je vais venir 1 journée, 2 journées, 3 journées, une demi-journée au bureau en fonction de ce que j'aurai à faire et de ce qui fait sens pour mon activité. Donc, on est sorti complètement de cette logique. Est-ce que c'est 1 jour, 2 jours, 3 jours? Je dirais, ça dépend et c'est à chaque collaborateur de décider la manière dont il souhaite travailler, s'organiser. Ouais, ce qui est intéressant, si j'entends bien, c'est que c'est pas je demande à mon manager ou je partage, j'informe mon manager. Donc Oui. il y a un côté, ça doit être un tout petit peu déséquilibrant quand même pour les managers de Sandoz, non? Oui, alors effectivement, c'est un gros changement évidemment parce que dans nos organisations classiques, le manager, c'est effectivement la structure principale d'une organisation. C'est-à-dire, c'est lui à un moment qui arbitre, qui prend les décisions, et notamment sur l'organisation du travail, qui était jusque-là celui qui disait, ben voilà, l'équipe doit venir à tel moment, je veux vous voir en réunion. Et on enlève en fait cette étape-là. On dit maintenant, c'est le collaborateur. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas à un moment trouver des méthodes pour que tout ça fonctionne ensemble. Pourquoi? Parce que l'addition des volontés individuelles, ça n'a jamais fait l'efficacité collective. Donc, à partir du moment où ce n'est plus le manager qui décide, c'est-à-dire qu'il faut que vous remplaciez par d'autres processus qui vont permettre cette régulation. Et c'est ce qu'on essaye aussi de faire avec les équipes, c'est-à-dire de leur dire, voilà, on ne va pas vous dire, nous, en tant qu'entreprise, comment vous devez travailler. Ça, on a bien compris, c'est la partie choix. C'est votre choice with responsibility. Par contre, la responsabilité qu'on a, c'est d'être certain, quand vous allez faire ce choix, que vous êtes passé par un processus de réflexion, un processus qui va vous permettre de finalement prendre en compte plusieurs points de vue. Votre point de vue, donc bien sûr ce que vous avez envie de faire, où est-ce que ça fait sens, où est-ce que vous vous sentirez le plus épanoui, mais aussi le point de vue de l'équipe, c'est-à-dire l'équipe, qu'est-ce qu'elle en pense, comment elle a envie de fonctionner ensemble, et le point de vue de l'organisation, c'est-à-dire de l'efficacité collective. Et ça, c'est l'exercice qu'on appelle un peu des 3 fauteuils. C'est-à-dire avant de prendre une décision, je me mets dans 3 fauteuils différents. Mon fauteuil, celui de mon équipe et celui de Sandoz, Novartis, avant de prendre ma décision. Une fois que j'ai fait ce processus-là, je le prends en conscience, en responsabilité, sur comment je vais m'organiser finalement pour ma présence au bureau ou hors du bureau. D'accord. Et du coup, ça pousse forcément au dialogue, à la discussion. Comment ça peut s'inscrire dans le temps? Parce que la réalité aujourd'hui, c'est un des bénéfices mis en avant par les gens sur le New Normal, de dire finalement ce que cette crise a apporté, ça développe de la résilience parce qu'on s'adapte. On voit bien qu'il n'y a plus vraiment de vérité qui va tenir au-delà de quelques mois. On sait que les horizons sont un peu raccourcis. Donc, comment est-ce que ce défi-là, il est géré dans le cadre de Just with Responsibility?
Oui, alors c'est un point essentiel hein, de la manière dont on amène ce projet. Hein. Comme je l'ai indiqué, l'idée, c'est pas non plus que chaque individualité puisse faire voilà, dans son coin et travailler finalement, puisqu'on est, on est un organisme vivant, hein, on est un organisme qui a besoin effectivement de fonctionner ensemble. Et donc, là où nous n'avons plus imposé le fait de dire il faut venir une journée ou deux journées, par contre, ce qu'on a imposé, c'est qu'il y ait vraiment un processus de discussion au sein des équipes. Donc, ce qu'on a fait au niveau de Sandoz et de Novartis, c'est qu'on a mis d'abord en place une charte. La charte, c'est pas un règlement. La charte, c'est plutôt affirmer nos grands principes de confiance, de responsabilisation des équipes. Donc ça, c'est donner l'autorisation aussi, hein, quelque part, à travers cette charte. Mais c'est aussi donner la démarche à suivre. C'est-à-dire, voilà, on ne vous impose plus de venir un ou deux jours, vous allez décider. Par contre, ce qu'on vous impose, c'est bien de passer par un processus le processus des trois fauteuils, comme je vous l'ai dit, avant de prendre la décision, mais aussi un processus d'équipe. Et donc, c'est ce qu'on a commencé là ces dernières semaines. Chaque équipe est en train de travailler sur ce qu'on appelle le contrat d'équipe. C'est-à-dire qu'on a une petite méthodologie qui leur permet de discuter au sein de l'équipe sur leurs grands enjeux, qu'est-ce qu'ils ont à délivrer, les différentes façons dont ils veulent échanger l'information, ce qui peut se faire à distance, ce qui doit se faire en présentiel. Et comme ça, l'équipe discute ensemble hein, pour être sûr qu'elle est au maximum alignée. Et donc, l'aboutissement de ça, ça va être un contrat de collaboration d'équipe qui va permettre de définir comment l'équipe va fonctionner. Une équipe peut avoir un contrat de collaboration qui est différent de l'équipe voisine parce que leurs enjeux ne seront pas exactement les mêmes et leur manière de s'organiser sera différente. Ce qui est important aussi dans cette façon de procéder, c'est quelque part, et ça fait partie aussi un peu de la transformation culturelle, c'est aussi d'essayer. Hein. C'est un peu un grand vide qu'on ouvre quand même sous nos pieds parce que ça change énormément nos façons d'envisager le travail. Donc, on a un petit peu de crainte. Et le point, c'est de dire, mais avançons, essayons. On va écrire quelque chose, un contrat de collaboration, et peut-être que dans un mois, 2 mois, 3 mois, on s'apercevra que finalement, on n'a pas bien anticipé un élément, ou alors finalement que peut-être les collaborateurs aussi vont changer un peu leur façon de vouloir travailler. Hein. Ils s'étaient peut-être dit, bon, on va être beaucoup à distance, on reviendra peu, puis finalement, ils voient que dans le temps, ils souhaiteraient faire un peu évoluer. Et donc, le principe aussi, c'est que ce contrat, il est revu régulièrement. Hein. On s'est donné à tester, mais on s'est donné à peu près tous les 3 mois de se dire, bah, on teste, on regarde, et puis l'équipe refait un point au bout de 3 mois et voit si à un moment ce contrat de collaboration doit être aménagé ou si on continue sur la même façon. Donc, c'est ça aussi le principe, hein, c'est d'avancer, d'apprendre en marchant et régulièrement d'accepter aussi de se dire on n'a peut-être pas fait bon du premier coup et on ajuste au fur et à mesure. D'accord. Et du coup, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a une sorte de process, un principe défini au niveau de l'organisation. Chacun s'empare de ce process et le vit pour sa propre équipe, son propre périmètre. Donc c'est intéressant, ça fait quoi ce que tu disais sur l'entreprise vivante, c'est-à-dire qu'on a une forme de, non pas d'autonomie des cellules, parce qu'elles vivent toutes le même process, mais en revanche, chacune a leur rythme biologique, entre guillemets, selon leurs besoins. Exactement, hein, c'est ça, c'est le principe d'autonomie et de responsabilisation des équipes. On part du principe que les collaborateurs et les équipes savent sur quoi elles sont attendues, ce qu'elles doivent délivrer. Donc, on leur donne cette autonomie de pouvoir décider quelle sera l'organisation la plus adaptée par rapport à cette mission-là. C'est vraiment la colonne vertébrale, le principe fondateur de ce qu'on essaye de faire et vers quoi on avance. Alors, au-delà effectivement de cette espèce d'équilibre entre temps de présence au bureau et temps à distance, tu m'expliquais quand on a préparé le webinaire qu'il y a aussi autre chose qui s'est mis en parallèle en place chez Novartis Sandoz, c'est la fixation d'objectifs. On parlait de motivation des collaborateurs, de qu'est-ce qui maintient l'engagement et l'envie. Si j'ai bien compris, vous ne définissez plus les objectifs comme le font la plupart des entreprises, à savoir un manager qui va dire à son collaborateur, pour cette année, voilà où je t'attends, on fera le point si tout va bien, dans le meilleur des cas, on fera le point dans 6 mois, voire dans 12, et puis entre-temps, tu auras peut-être un peu de feedback si vraiment je suis un bon manager. Il y en a de plus en plus quand même, Dieu merci. Vous avez été un peu sorti de tout ça, si j'ai bien compris, chez Sandoz. Oui, alors ce qui est important quand vous avez ce type de transformation culturelle, c'est d'essayer en tout cas d'être le plus cohérent possible dans vos différents process et différentes approches. Donc, l'entrée via Choice with Responsibility, le télétravail, c'était une manière pour nous d'accélérer aussi cette transformation culturelle en changeant la manière d'organiser le travail. Effectivement, il y avait un autre gros sujet hein, qui est souvent un sujet de questionnement dans les entreprises, voire d'insatisfaction quand on interroge un peu les collaborateurs. Et on l'avait fait d'ailleurs il y a un an, d'interroger un peu nos
collaborateurs sur ce qu'ils aimeraient voir changer en termes de grands processus. Et vraiment, la partie fixation des objectifs, entretien de performance, ce cycle qu'on connaît très classique dans les entreprises, avait été énormément challengé. Notamment le fait d'attribuer une note en fin d'année, etc. Et donc, on a aussi complètement revu ce processus-là, un peu sur le même état d'esprit, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on estime que les grandes lignes, les grandes directions de la société, ces grands objectifs sont déterminés, on va demander aux équipes de définir eux-mêmes leurs objectifs au plus près de ce qu'ils vivent et de ce qui va surtout les inspirer. Parce qu'on pense qu'effectivement, pour que les équipes avancent, donnent le meilleur, il faut que les objectifs qu'elles se fixent soient motivants et inspirants. Et qui est mieux placé pour fixer des objectifs inspirants et motivants que l'équipe elle-même. Donc, on leur délègue cette partie-là. Et avec un format qui est un peu nouveau aussi par rapport à ce qui se fait d'habitude, on est sorti du cycle annuel. Le cycle annuel, pour nous, n'est pas le bon cycle pour fixer des objectifs parce que dans toutes les entreprises, je pense, vous avez à la fois des enjeux de transformation et des enjeux stratégiques qui sont souvent au-delà d'un an. Donc, on va plutôt aller fixer ce qu'on appelle des big bold objectifs, qui sont un peu nos grandes évolutions pour chaque département à 18 mois, 2 ans, vraiment les grandes directions inspirantes vers lesquelles on veut aller. Si on se projette, où est-ce qu'on veut être dans 2 ans? Et puis après, on fixe des objectifs qui sont beaucoup plus court terme, c'est-à-dire par rapport à ces big bold objectifs, plutôt les objectifs à 3 mois, 4 mois, parce qu'on sait que les rythmes de travail aujourd'hui sont extrêmement rapides, on a besoin d'être agile, de pouvoir s'ajuster. Et donc, on dit aux équipes, voilà, déjà, on va s'orienter sur les 3-4 mois à venir, vous allez déterminer sur quoi on doit pouvoir délivrer. Et puis, de la même manière qu'avec Choice with Responsibility, tous les 3 mois, on fait ce travail de revue. C'est-à-dire que voilà, on a atteint un certain nombre d'étapes, ou alors il y a des priorités qui ont pu être ajustées. Et donc, tous les 3 mois, l'équipe fait ce travail de revoir ensemble, est-ce qu'on est toujours sur les bons rails, est-ce qu'on doit changer un moment, et d'avoir cette flexibilité de pouvoir en permanence revoir les objectifs, y compris dans nos systèmes d'ailleurs, qui du coup se sont adaptés, pour pouvoir, tous les 3 mois, pouvoir ajuster un objectif, en supprimer un, en rajouter un. Donc, on a un peu cette dualité, la vision moyen-long terme et la vision beaucoup plus court terme pour les équipes. Ça fait un peu penser à la navigation à voile, quoi. Il y a le cap, il y a là où je veux aller, ma destination, et tous les règlements, je vérifie en fonction du vent, des courants, j'adapte ma route. Alors c'est intéressant parce qu'il y a 2 questions que je vois là et qui me donnent envie de rebondir dessus parce qu'elles sont très en lien avec ce qu'on est en train de se dire. Il y en a une première qui est intéressante, parce que ça c'est un grand débat qu'on a chez Moonspark. Sur la confiance n'exclut pas le contrôle, comment trouver le bon curseur. Alors c'est intéressant parce qu'on pourrait discuter déjà la phrase de départ qui est que la confiance n'exclut pas le contrôle. J'ai un tout petit peu... À titre très personnel, j'ai un tout petit peu la vision inverse, c'est que la confiance exclut le contrôle, en revanche, elle oblige à la transparence. Et c'est par la transparence qu'on peut mettre un peu de clarté sur ce qu'on est en train de faire. Comment vous gérez ça, vous, chez Sandoz, sur les objectifs, par exemple, comment ça se suit? Oui, alors c'est un point intéressant parce que ça interroge deux aspects à travers un peu cette question. Il y a un premier aspect qui est le rôle du manager. Je pense que c'est une question qu'on nous pose souvent par rapport à ça et que nos managers nous ont posé aussi d'ailleurs en disant, mais se sont trouvés un petit peu démunis au départ en disant, mais attendez, sur Choice with Responsibility, c'est plus moi finalement qui donne l'accord ou désaccord sur la façon de s'organiser de l'équipe. Je suis un membre de l'équipe parmi les autres, mais j'ai plus ce veto de dire oui, non. Donc, c'est quoi mon rôle? Et effectivement, ils ont posé aussi la question, mais finalement, qu'est-ce que vous attendez de moi en termes de contrôle ou d'atteindre des objectifs? Et c'est intéressant de travailler avec eux sur ce sujet-là parce que, au contraire, on essaie de les repositionner, nous, sur un rôle qui est un peu différent, effectivement, de ce qu'ils pouvaient faire avant, vraiment le rôle du manager-coach. C'est-à-dire celui qui, à un moment, va s'assurer d'abord que le processus, sur Choice with Responsibility, le processus se déroule bien, c'est-à-dire que les équipes sont bien passées l'équipe est bien passée par ces étapes-là, et qui va aussi s'assurer que il met en place tous les moyens pour que l'équipe puisse atteindre ses objectifs, puisse être supportée, lever tous les blocages qu'il peut y avoir éventuellement dans les interactions de l'équipe ou dans les besoins qu'elle peut avoir. Donc, c'est vraiment un rôle qui évolue, moins décideur, je dirais, en termes de veto oui-non, mais plutôt accompagnant l'équipe pour qu'elle réalise son plus haut niveau de performance. Et puis, le deuxième point qui est important, et on fait très attention à ça, dans le programme s'appelle Choice with Responsibility et on ne dissocie jamais les deux mots. Choice with Responsibility, c'est important.
Parce Oui. que c'est pas parce qu'on donne du choix qu'on renonce pour autant à la performance, hein, à l'atteinte de nos objectifs. Et donc, quelque part, avec une grande autonomie, un grand choix, comme on le laisse aux collaborateurs, il y a aussi une grande responsabilité. C'est-à-dire qu'on responsabilise sur les équipes en disant on vous a donné les clés, hein, quelque part du camion pour conduire, pour décider. Par contre, évidemment, la condition, c'est qu'au final, la performance soit au rendez-vous et qu'on puisse démontrer que cette organisation est efficace et est au rendez-vous. Donc, voilà, on responsabilise aussi les équipes sur l'atteinte des objectifs parce que c'est pas, voilà, c'est choice with responsibility, donc c'est une responsabilisation aussi sur l'atteinte des objectifs et de ce qu'il faut délivrer. Et évidemment, on est amené potentiellement à challenger des choix d'organisation d'une équipe qui dysfonctionnerait et qui ne rendrait pas ses résultats. Ça serait tout à fait légitime d'aller la voir et dire voilà, les choix d'organisation que vous avez faits ne semblent pas être les plus opportuns par rapport à ce que vous délivrez. Donc, après, ce n'est pas forcément moi de vous dire comment il faut vous organiser, mais en tout cas, je vous invite à refaire ce travail pour bien mesurer les attentes de l'organisation, hein, et peut-être ajuster la manière dont vous avez souhaité vous organiser. Ouais. Alors, c'est intéressant parce que, en plus, vous faites ça à un moment de crise, alors sans trop de guillemets, d'ailleurs, de vraie crise un peu globale, alors que dans le passé, on a vu des entreprises s'essayer typiquement au modèle de l'entreprise libérée. Et puis, à la première crise, alors nous, on l'a vu aussi chez certains clients, hein, dont des comités de direction ont pu évoluer dans leur mode de fonctionnement vers des choses un peu plus horizontales, plus basées sur la confiance. Et crise qui survient, et on sent une sorte de retour en arrière qui peut s'opérer. Et vous, c'est un peu l'inverse. C'est vous utilisez la crise pour faire un vrai mouvement d'accélération. Ouais, bah, comme je te l'ai indiqué, Thibaut, pour nous, vraiment, le projet est né avant la crise, quelque part, hein, parce que ça fait partie vraiment de cette transformation culturelle. Ceci dit, la crise nous a permis quand même de vérifier certaines choses. Et notamment, une conviction assez forte, on l'a vu, on a été mis, alors en plus c'est l'anniversaire, c'est il y a juste un an, hein, en télétravail un peu du jour au lendemain, pas forcément prêt, complètement prêt au niveau outils, au niveau façon de fonctionner, et ça a marché. Ça a marché. Au prix, je le sais, beaucoup d'efforts des collaborateurs, au prix voilà, d'un certain nombre de choses compliquées, mais en leur disant bah, on sait que c'est très compliqué en ce moment chez vous parce que etc. Organisez-vous au mieux pour délivrer nos produits, nos médicaments à nos patients. Et ça a fonctionné. L'entreprise a continué à fonctionner avec un bon niveau de performance. Et donc, ça nous a permis aussi de valider certaines convictions, hein, de dire, voilà, c'est pas parce que les équipes, à un moment, sont plus au bureau présentiel, sous l'œil du manager, que ça ne fonctionne pas. Aujourd'hui, ça fonctionne. Et donc, ça a été un peu un test en live, même si on n'est pas aujourd'hui complètement au bout du test, puisqu'on voudrait pouvoir de nouveau avoir cette alternance, cette possibilité de choisir. Hein, et aujourd'hui, on n'est pas dans un choix complètement ouvert, puisqu'on est on retourne un peu au bureau comme beaucoup d'entreprises, mais ça reste extrêmement limité. Ce n'est pas le vrai choix qu'on imagine pour le nouveau normal, qui, j'espère, arrivera dans quelques semaines, mois, je ne sais pas encore. On verra au plus vite. Au plus vite, tout à fait. Il y avait une question qui était très intéressante. J'en prends quelques-unes au passage parce que quand elles sont, je trouve, assez en lien avec ce qu'on se dit, c'est bien de les traiter. Il y en a une sur comment ça se passe entre deux équipes. C'est-à-dire que on voit bien comment une équipe peut décider de comment elle va s'organiser parce que ça, la discussion, j'allais dire, presque le manager aujourd'hui, au-delà du manager coach, c'est presque un manager facilitateur qui s'assure que chacun a sa part de voix dans l'équipe et peut exprimer un peu ses attentes, ses craintes et ses besoins. Comment ça se passe entre deux équipes? Parce que parfois, on peut avoir des équipes qui ont besoin l'une de l'autre. Comment ça s'organise, cette transversalité-là? Oui, alors ça c'est une vraie question, effectivement, parce qu'on voit bien l'équipe hiérarchique peut s'organiser entre elles. Hein, après, on est tous forcément en interaction avec d'autres équipes. Et donc, on a eu un peu une double réponse là-dessus. D'abord, en prenant un parti pris qui est de dire on appartient à plusieurs équipes. Donc, effectivement, c'est un travail qu'il faut parfois faire plusieurs fois avec plusieurs équipes et trouver la bonne manière de s'organiser. Et donc, on a essayé de pousser les collaborateurs à se dire, voilà, vous appartenez à votre équipe hiérarchique, bien sûr, et puis en général, vous avez une ou deux assemblées ou équipes naturelles avec qui vous êtes le plus en interaction. Donc, allez voir aussi de ce côté-là comment ça se passe pour essayer de connecter au mieux, hein, vos modes d'organisation avec cette équipe-là. La tentation
qu'il faut éviter, c'était un moment de se dire, il faudrait mapper en fait toutes les équipes avec lesquelles je collabore pour essayer à chaque fois de me dire, donc ça devient une matrice complètement impossible. Ingérable. Et donc ça, c'est un peu la tentation sur laquelle, voilà, si on revient sur une vision très mécanique de dire je vais mapper toutes les interactions que j'ai avec toutes les équipes et comment elles sont organisées pour essayer de trouver finalement le point commun avec tout ça, ça va être extrêmement compliqué. Après, on mise aussi beaucoup sur l'intelligence collective. Déjà dans le passé, j'appartenais à plusieurs équipes et il y avait déjà du télétravail et j'arrivais à m'organiser avec eux. Demain, ça va être de la même manière. Je vais essayer effectivement de m'organiser avec mes interlocuteurs clés pour pouvoir les voir en présentiel si c'est possible, à distance. Il faut aussi qu'on accepte qu'on ait des modes hybrides de plus en plus, c'est-à-dire avec des collaborateurs qui seront en partie en présentiel, des collaborateurs qui seront en partie à distance, et comment ça peut s'organiser aussi techniquement, d'un point de vue aussi de management d'une réunion, pour qu'on accepte d'avoir parfois des collaborateurs qui ne sont pas tous au même moment présents. Ouais, ça, c'est un des retours qu'on a beaucoup de la part de nos clients, de nos interlocuteurs, c'est de dire finalement, sur la gestion de la réunion, les réunions à distance, j'allais dire Teams un peu naturellement, parce que nous, on utilise Teams, mais il n'y a pas que Teams. Ça a un peu amélioré les process parce que nous, on a un indicateur qui dit attention, il vous reste 5 minutes dans la réunion, on sait que ça commence à telle heure, à telle heure. Donc, c'est à la fois un côté un peu épuisant parce qu'on enchaîne les réunions de manière assez soutenue et donc à un moment donné, ça peut être un petit peu assez chiant et en même temps, ça limite fortement les réunions qui démarrent à 1 heure, parfois floues, et qui finissent quand ça finira. Ce qui n'est pas forcément le plus efficient pour l'entreprise non plus, les réunions fleuves. C'est certain. Et peut-être une conviction que je n'ai pas donnée ici, une forte conviction de Sandoz et de Novartis. Je sais que certaines entreprises sont passées ou passent sur du 100% télétravail en disant on n'a plus besoin de locaux. Ce n'est pas notre conviction à nous. Je pense que notre conviction, c'est qu'on a encore besoin de pouvoir se rencontrer. D'abord, les collaborateurs l'expriment. On l'a vu tout à l'heure dans le sondage donné, en disant les gens ont envie de revenir et de se voir. Et puis, on pense aussi fondamentalement que certains process se font très bien à distance, sont très efficaces à distance, et d'autres, par contre, nécessitent ou pourront nécessiter de se voir. Et donc, on est vraiment, nous, sur une approche hybride, c'est-à-dire qu'on ne décide pas, effectivement, et c'est les équipes qui vont s'organiser. Par contre, on veut garder des locaux et on insiste et on va former nos équipes sur, justement, ce qui peut se faire très bien à distance et ce qui est préférable de faire en présentiel. Et d'ailleurs, ça permet aussi de sortir un peu des fois du débat sur le télétravail. On en parle beaucoup à la semaine. On parle toujours, est-ce que c'est 2 jours par semaine, 3 jours par semaine? Or, le travail à distance ou le travail en présentiel peut aussi se concevoir sur des périodes de temps qui sont différentes. On peut se dire que, par exemple, on a des périodes de l'année où c'est important qu'on se voit beaucoup plus parce que c'est la fixation de nos caps, de nos grands objectifs. Et donc là, peut-être qu'on a besoin d'être beaucoup plus en présentiel et de se voir. Et puis d'autres parties de l'année où on est beaucoup plus dans l'exécution de ces missions où le distanciel sera plus adapté. Donc, ça permet aussi de sortir d'une discussion qui est purement la semaine pour avoir des discussions qui peuvent être des périodes dans le mois, des périodes dans l'année où les équipes vont peut-être plus se voir à certains moments et moins à d'autres. Oui, moi j'ai des clients qui commencent à me parler on envisage tant de jours par mois ou tel pourcentage dans le mois, effectivement, parce qu'on se rend compte que la semaine c'est un peu enfermant. C'est intéressant parce que ce dont tu parles là, c'est la notion de téléagile et de téléfragile ou téléfragile, télérobuste. C'est qu'est-ce que je peux faire à distance facilement et qu'est-ce qui se prête mieux à de la présence en commun. Il y a une très très bonne vidéo d'Olivier Simoni sur le sujet et en synthèse, ce que ça dit pour éclairer un peu nos participants, c'est ce qui se prête bien au travail à distance, c'est tout ce qui va être répétitif, les tâches très individuelles. Évidemment, si je dois venir au bureau pour faire quelque chose que je fais aussi bien à la maison, c'est un peu plus rebutant que si je viens pour faire une réunion avec d'autres. Donc du coup, tout ce qui peut se faire de manière individuelle, répétitive, sur des projets qui existent, donc on est dans du run, ce que tu appelais un peu, là où j'ai une équipe qui est déjà constituée, ça résiste assez bien au télétravail. De l'autre côté, on voit que ce qui est plus fragile dans le travail à distance, ça va être les tâches de créativité, de réflexion forte. Donc, si je lance un projet, si je dois fixer mes objectifs pour les 18-24 mois qui viennent, avoir un moment de transformation, si évidemment, ça nécessite d'être très coordonné en collectif, on avait la question sur la transversalité qui est intéressante, ou si j'intègre, et ça a été un vrai sujet au tout début, il y a 1 an du confinement, moi j'avais des clients qui me disaient, je suis censé intégrer des gens dans l'équipe dans les semaines à venir. Une intégration dans une nouvelle entreprise, une nouvelle équipe, quand on n'a jamais connu les gens à distance, ce n'est pas évident. Alors, tout le monde s'est adapté, ça a été remarquable, mais
on peut faire un peu la différence entre tout ce qui est créatif, tout ce qui est vraiment collaboratif, ça se fait évidemment mieux en présentiel. Et alors, on pourrait aller encore plus loin, ça se fait mieux en présentiel dans des environnements adaptés. On en parlait un peu aussi en amont, mais c'est vrai que une autre question qu'on nous pose beaucoup, c'est quels sont les bons locaux ou quels sont les bons espaces pour mener à bien les tâches qu'on va devoir faire demain au bureau. Donc, ça demande d'abord de savoir ce qu'on va faire au bureau. Et moi, mon premier conseil que je donne toujours à mes clients, c'est faites pas revenir vos collaborateurs. Les obligez pas, entre guillemets, à revenir pour faire ce qu'ils pourraient faire mieux ou aussi bien chez eux. Parce que du coup, ils voient tout de suite le temps qu'ils perdent dans les transports, ils voient l'énergie dépensée et ils comprennent pas ce qu'il y a à gagner à la fois pour l'entreprise et puis pour eux-mêmes. En revanche, une fois qu'on sait ce qu'on veut faire, c'est d'adapter les bureaux, d'aller vers des espaces de créativité, peut-être plus de salles de réunion. Tu me disais que vous veniez de refaire vos locaux chez Sandoz. Peut-être ça va être l'occasion de les revisiter pour aller vers plus d'espaces collaboratifs, en fait. Oui, c'est certain. Alors, je dirais, heureusement, on était parti sur des principes de ABW, donc Activity Based Working, c'est-à-dire qu'on avait déjà transformé nos locaux en pensant justement, non plus en termes alors c'est pareil, hein, j'ai mon bureau à moi, mais plutôt qu'est-ce que je dois faire au bureau. Et donc, si j'ai besoin de faire une réunion, j'ai des espaces de réunion, de créativité. Si je dois travailler à deux, j'ai des espaces duo où je peux, voilà. Donc ça, maintenant, la réflexion, il faut quelque part l'étendre hors des murs, hein, en se disant mon environnement de travail, ça va être l'ensemble de mon bureau plus les collaborateurs chez eux. Et donc, comment je trouve une bonne complémentarité entre les deux. Le travail focus va probablement se faire de plus en plus à distance. Donc, du coup, sur mes locaux, quel est mon impact? Et on est encore pour l'instant en train de réfléchir à tout ça, mais effectivement, le besoin d'avoir plus de salles de réunion, de salles de créativité, puisque c'est a priori ces activités-là qui vont plutôt nécessiter que les collaborateurs se voient et passent du temps ensemble. Oui, il y a toute une théorie qui se développe autour de comment on peut apporter l'expertise des services hôteliers au bureau, en fait, de dire comment est-ce que je transforme les bureaux en un endroit où les collaborateurs trouvent un ensemble de services qui leur permettent justement de gérer ce lien social, cette collaboration-là, la créativité, parce qu'il y a une forme de super conciergerie, entre guillemets, ou en tout cas un service développé pour leur permettre d'être dans les meilleures conditions possibles. C'est super intéressant. Alors, on a une question qui est le bureau est aussi un lieu où l'on peut échanger dans les mêmes conditions, un lieu fait pour cela et avec des règles. Comment conserver cela en télétravail? Pourra-t-on demander la même productivité dans des conditions différentes? C'est riche. Alors, ouais, sur la partie productivité, alors bon, ça va dépendre bien sûr de ce qu'on entend par productivité. Il semblerait que les études montrent qu'effectivement, on n'a pas tellement perdu en productivité en fait avec la période qui vient de se passer. Nous, on essaie de le mesurer aussi côté Novartis. Et encore une fois, de façon empirique, on a réussi à délivrer nos missions au cours de l'année 2020. Donc, voilà, on n'a pas d'alerte spécifique sur la productivité. Par contre, là où on peut avoir des alertes, et c'est ce qu'on vient de discuter, c'est-à-dire que tant qu'on est sur des processus, des projets qui étaient déjà lancés, je ne suis pas très inquiet là-dessus. Quand on va devoir à un moment travailler peut-être sur des choses qu'on veut réinventer, des choses un peu nouvelles, là, on a un vrai intérêt. En tout cas, nous, on a la conviction qu'on a besoin aussi d'avoir de temps en temps les équipes en présentiel pour qu'elles puissent travailler ensemble et avoir ces moments-là sur ces processus, en tout cas. Ouais, pour aller dans ton sens, les dernières études du Trésor, ça démontre que la productivité grâce au télétravail, c'est entre 5 et 30%. En fonction du métier des gens, de leurs activités. Donc c'est plutôt, mais ça fait longtemps aussi que c'était démontré, le télétravail est un gain de productivité pour l'entreprise parce qu'en fait, le salarié va consacrer une grosse part de son temps de transport en fait au travail. Il va pas l'utiliser tellement pour lui, en vrai, il va l'utiliser à travailler parce que on connaît assez peu de collaborateurs ou de salariés qui manquent de travail dans les entreprises aujourd'hui. Et donc, comme ils ont généralement plutôt un manque de temps qu'autre chose, ils vont consacrer ce temps-là à travailler. On a une autre question qui est intéressante parce qu'elle est aussi sur les modalités de mise en œuvre de Choice with Responsibility, qui est, vous parlez d'adapter le contrat d'équipe en approche test and learn. Concrètement, comment est-ce que ça se passe? Qui tranche et comment ne pas générer trop de frustration? Celle-là, moi, je l'aime beaucoup. Comment ne pas générer trop de frustration, finalement, quand j'ai fait mes 3 fauteuils? Alors, j'ai fait mes 3 fauteuils. Je suis passé par le processus qu'on a expliqué en disant, voilà, j'ai pris mon propre souhait. On peut partir d'un exemple concret. Voilà, j'ai fait l'exercice. Je me suis dit, moi, personnellement, c'est des cas réels. Donc, j'ai envie de partir en province.
j'ai envie de partir en province et on a des demandes, on a aujourd'hui des gens qui s'installent en province. Donc j'ai envie de partir en province et puis j'imagine comme ça de ne revenir qu'une fois toutes les 3 semaines. Donc j'arrive pour faire mon contrat d'équipe avec mon équipe et mon équipe exprime le fait qu'elle a envie de se voir assez régulièrement, qu'il y a des nouveaux dans l'équipe, donc ça serait bien pour les intégrer que tout le monde se voit une fois par semaine. Et donc là, qui tranche? En fait, l'équipe définit ce contrat, mais si moi, à un moment, je maintiens ma position qui est de dire, voilà, moi, je veux partir en province, je ne veux revenir qu'une fois toutes les 3 semaines, c'est ma responsabilité aussi. Encore une fois, dans Choice with Responsibility, c'est le collaborateur qui a le choix et qui informe son manager. Donc voilà. Et on espère, si vous voulez, que le fait qu'il y ait cette régulation au niveau du corps social, c'est-à-dire que l'équipe vraiment puisse discuter, va traiter 99% des cas. Et dans ce cas-là, on pourrait avoir le collaborateur qui dit effectivement, j'ai entendu le point de l'équipe et peut-être que pour les 3 prochains mois, je vais revenir une fois par semaine parce qu'effectivement, il y a des nouveaux dans l'équipe, c'est important que je sois là pour les intégrer, etc. Donc, ça, c'est la première réponse. Après, on peut avoir aussi effectivement le collaborateur qui manifestement n'est pas dans cet état d'esprit de se dire voilà, je tiens compte aussi de l'équipe et du besoin de l'entreprise. Mais c'est là aussi où on est dans Choice with Responsibility, c'est-à-dire qu'il prend ses responsabilités et c'est peut-être une autre discussion qu'on va avoir avec lui, en se disant mais on voit qu'à un moment, tu n'es plus dedans, c'est-à-dire tu ne contribues plus à ce qu'on pourrait attendre d'un collaborateur au sein de l'entreprise, tu te mets à l'écart, tu ne tiens pas compte de ce qui se passe au niveau des demandes de l'équipe. Donc, c'est peut-être un moment, ça va permettre aussi de poser d'autres discussions avec les collaborateurs, quand on voit qu'on a effectivement des collaborateurs qui sont manifestement qui sont plus dedans. Ouais, ça peut même, on peut imaginer que ça permet d'identifier aussi des collaborateurs qui sont un peu épuisés ou qui sont arrivés au bout d'un cycle à leur job, pas dans leur job. Exactement. Et je pense que ça permettra de poser. Voilà. Et au lieu de poser le point par effectivement les contraintes, ça permettra de poser peut-être le point, d'avoir une vraie discussion. Et on insiste beaucoup là-dessus en ce moment avec nos managers. On a fait des séminaires sur la discussion adulte-adulte, c'est-à-dire d'avoir ce bon niveau de discussion en disant voilà, bien sûr, c'est toi qui choisis, mais ayons cette discussion. Et c'est intéressant parce que du coup, quand on tire le fil, les collaborateurs qui partent en province, par exemple, nous disent est-ce que c'est gênant pour ma carrière ou est-ce que ça va être un problème par rapport à mon évolution possible dans l'entreprise. Et ils nous demandent quelque part de répondre à cette question-là. Mais je pense que notre rôle, c'est de dire en responsabilité, moi je t'explique effectivement, tu vas peut-être être moins visible. Voilà, donc je te donne les éléments de compréhension de ce que ton choix implique. Et c'est toi qui prends ce choix-là avec les responsabilités qui vont avec. Oui, ou en tout cas en étant conscient de ça, de faire en sorte de garder une visibilité, d'être en interaction fréquente. Exactement. Et moi, d'éclairer son choix, d'éclairer son choix pour lui dire, voilà, si effectivement la distance va créer forcément un gap, donc comment tu fais pour compenser par ailleurs ce fait que tu vas être moins au bureau, qu'on va moins te voir, mais par contre, ce n'est pas à moi de décider si finalement c'est la bonne décision pour toi de partir t'installer en province ou pas. Et donc, on autorise aujourd'hui les collaborateurs à pouvoir s'installer en province si ce travail a bien été fait de réfléchir effectivement à ce que ça signifie en termes de responsabilité. Ouais, c'est toujours le processus, mon parcours professionnel, mon temps de trajet quand je dois venir au bureau, peut-être que ça veut dire… Alors tiens, une question, parce qu'on avait vu à une époque Google, Facebook notamment dire à leurs collaborateurs plus besoin de venir, allez vous installer où vous voulez. D'ailleurs, vous pouvez postuler chez nous pour un job à San Francisco, on habite à Hong Kong, c'est super. On a assez vite vu le corollaire avec la réglementation du travail américaine qui est un peu plus souple que la nôtre. De dire, en fait, si vous travaillez depuis Hong Kong, vous êtes payé en fonction d'un salaire de Hong Kong et pas d'un salaire de San Francisco, évidemment. Mais aussi, si vous allez dans l'Oklahoma, vous serez payé avec un salaire basé sur le train de vie de l'Oklahoma et pas de la Californie du Nord. Ce qui change un tout petit peu le truc. Mais finalement, ce que vous poussez à faire, c'est responsabiliser les gens sur leur choix. Et donc, comment ça se traite d'un point de vue du temps de déplacement? Je prends un exemple. Je travaille aujourd'hui au siège de Sandoz à Paris. Je décide d'aller… en Bretagne, parce que c'est une très belle région, à Nantes, c'est facile en TGV. C'est Sandoz qui prend en charge les billets de train, mon éventuelle nuit d'hôtel, comment ça se passe tout ça? Non, alors là encore, c'est choice with responsibility. C'est-à-dire, j'ai fait le choix d'aller habiter à Nantes pour mon équilibre vie pro, vie perso, pour ma qualité de vie. Ma responsabilité aussi, c'est de prendre en charge les frais éventuels quand je vais revenir effectivement au siège, parce que je me suis mis d'accord avec mon équipe sur le fait que régulièrement, je devais être au siège pour rencontrer l'équipe, pour remplir un certain nombre de mes missions. Donc, ma responsabilité, c'est de prendre effectivement en charge ces frais. Alors après,
est-ce que les collaborateurs, étant donné les écarts de coût de la vie qu'il peut y avoir entre Paris et la province, seront peut-être de toute façon gagnants Oui. sur un coût de la vie, même s'ils doivent à un moment prendre en charge quelques allers-retours en TGV plus des nuits d'hôtel, sera probablement un pari gagnant au niveau coût de la vie, étant donné les Ouais, écarts qu'on peut rien que le avoir prix du mètre carré, normalement, te fait économiser de quoi Voilà. prendre le train, oui, on est d'accord. Donc c'est ces éléments de réflexion, mais effectivement, ça, c'est la responsabilité du collaborateur par rapport au choix qu'il fait. Alors, si on change un tout petit peu de registre, on a une question que j'aime bien parce qu'elle est, elle est vraiment. On voit des effets en ce moment de ça. C'est est-ce que ça a été, ces changements-là organisationnels, imposés par des changements générationnels? Parce qu'en gros, est-ce que c'est Ouais. la jeune génération qui pousse chez Novartis en disant on veut un management différent, on veut travailler différemment? Alors, je pense pas, parce que, encore une fois, la genèse de tout ça, c'est quand même plutôt une vision, et notamment du PDG de Novartis, de se dire, pour transformer la médecine, donc vraiment remplir notre mission, aussi, il faut aussi qu'on libère les énergies, qu'on transforme notre manière de travailler. Donc ça, c'est une réflexion qui touche toutes les générations. Après, je pense qu'effectivement, ce type d'organisation va rencontrer aussi quelque part des aspirations qu'on voit régulièrement dans les études des générations Y et au-delà sur des modes d'organisation qui sont peut-être un peu différents de ce qu'on a pu connaître il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans. Donc voilà, c'est probablement une rencontre, mais je dirais la genèse vraiment de ce projet-là, c'est le pari, quelque part, qui est fait en disant pour réinventer ce qu'on fait et ce qu'on propose à nos clients et à nos patients, il faut aussi se réinventer nous-mêmes dans la manière dont on travaille. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est que cette jeune génération, elle est un peu paradoxale, entre guillemets. C'est-à-dire que d'un côté, elle est peut-être beaucoup plus attentive que les précédentes à son équilibre vie pro, vie perso, et en même temps, elle les mêle de manière beaucoup plus forte. C'est-à-dire que elle est capable de travailler pendant une heure et demie sur un sujet, puis de passer sur autre chose de complètement perso à côté, de regarder, préparer un voyage, aller faire autre chose pendant une demi-heure, revenir au travail, repasser sur. Donc c'est intéressant parce que finalement, l'organisation que vous mettez en place chez Sandoz, elle favorise énormément ça, en effet. Ouais. Donc ça va certainement être un vrai facteur d'attraction et de rétention des jeunes talents. Oui, on espère en tout cas, sur la façon de s'organiser. Alors on a parlé beaucoup de la partie être au bureau, pas au bureau. On essaie de regarder aussi ce que ça veut dire en termes d'organisation dans le temps, c'est-à-dire sur une journée. Est-ce que si j'ai envie de travailler très tôt le matin, est-ce que je peux le faire? Si j'ai envie de travailler plus tard, donc ça aussi, c'est des réflexions qui sont en cours avec là, je dirais deux points d'attention pour nous. Bien sûr, la législation française et le fait qu'on bien sûr, on s'inscrit dans ce cadre-là de nombre d'heures de travail, de repos. Et puis, encore une fois, le besoin, l'exercice des trois chaises marche aussi très bien là-dessus. C'est-à-dire, moi, j'ai envie de travailler tous les matins, tous les jours, de 6h à 14h, puis après, finalement, d'arrêter. C'est peut-être la discussion qu'il faut que j'ai aussi avec mon équipe, avec mes clients internes, avec mes clients externes, pour me dire, est-ce que le faire ponctuellement ou le faire tous les jours, ça va me permettre de délivrer ma mission telle qu'on l'attend, si effectivement je ne suis pas joignable, jamais joignable à partir de 14h. Ouais. C'est ça aussi, c'est responsabiliser les gens sur les choix qu'ils peuvent faire et est-ce que c'est effectivement le meilleur choix au regard de ce qu'on attend d'eux. Est-ce que mes collègues sont OK pour faire des réunions à 6h du matin avec moi ou pas? Voilà. Ça peut se discuter. Donc, je pense que on peut avoir des éléments de réponse assez rapidement. Alors, si je regarde les autres questions, parce qu'il nous reste une grosse dizaine de minutes et je voudrais essayer de répondre au maximum de questions possibles. Alors, pour donner de la visibilité aux collaborateurs, avez-vous mis en place dans votre SIRH un système permettant de déclarer ses journées en télétravail versus en présentiel? Oui, alors on avait jusque-là un SIRH qui permettait de mettre les jours de télétravail. On est en train de regarder, on est en train de faire évoluer ce SIRH pour effectivement avoir des choses assez interactives qui permettraient comme ça à tout le monde de voir physiquement où la personne va être, parce que ça peut être une information intéressante. Encore une fois, on revient sur cette histoire de collaboration aussi entre équipes et de se dire, grâce à un système d'information, je peux savoir qui sera présent ou pas. Donc, on est aussi en train d'adapter nos systèmes. C'est vrai que il y a tout un tas d'adaptations de nos systèmes informatiques, nos règles un peu sur la manière de mener des réunions pour aussi s'adapter à ce nouveau normal. Et ça en fait partie de l'adaptation de notre SIRH pour qu'on puisse facilement identifier les personnes qui seront présentes ou pas sur le SIRH. Ouais. Alors,
Il y a une question qui est hyper intéressante. Alors, je n'arrête pas de dire qu'elle soit intéressante, mais c'est parce qu'à chaque fois, ça m'ouvre des champs de réflexion auxquels je n'avais pas du tout pensé. Donc, c'est vraiment top. Merci beaucoup. En gros, c'est quand on est au bureau, quand je suis face à quelqu'un, forcément, j'adopte un mode de communication assez différent de quand je ne communique qu'à distance. Et la question qui est très importante, c'est est-ce que si on se voit moins, si on communique plus, alors peut-être par mail ou par Teams ou par messagerie instantanée, on risque pas de se retrouver avec le même type d'excès dans les relations, dans les comportements que sur les réseaux sociaux. Est-ce que le bureau n'est pas une forme de barrière ou de frein fort à ces dérives-là? Alors, je ne le constate pas forcément complètement aujourd'hui. On vit effectivement avec ce mode de relation à distance depuis un moment. C'est un point de vigilance. C'est un point de vigilance parce que peut-être qu'effectivement, le non-verbal, quand on est au bureau, permet d'aller capter peut-être un regard, une posture qui va nous alerter sur attention, là, l'audience est en train de s'énerver, etc., qu'on a forcément moins quand on est à distance. Donc, ça fait partie, ça, des éléments sur lesquels on essaie d'apporter aussi un peu de formation. Et c'est un champ qui est encore largement inexploré parce que, justement, travailler sur ces interactions à distance, ce qu'on a fait énormément, et comme toutes les entreprises, c'était beaucoup de copier nos modes de fonctionnement en présentiel vers du distanciel. Et donc, on se retrouve avec des agendas qui sont extrêmement complexes, des réunions toute la journée. Et donc, il faut aussi un peu réapprendre nos manières d'interagir et de travailler pour à la fois, effectivement, pouvoir réguler et aussi pouvoir avoir des agendas qui ressemblent à quelque chose dans notre façon de travailler. Parce que aujourd'hui, la différence entre le synchrone et l'asynchrone, on a essayé effectivement de juste copier-coller la manière dont on travaillait avant en le faisant à distance, ce qui fait qu'on a tous, je pense, ressenti un peu cette surcharge de réunions, de Teams, quand beaucoup de choses se faisaient à la machine à café et pouvaient se traiter en 2 minutes. Donc, on réfléchit aussi un peu sur ces sujets-là. Alors nous, il y a un conseil ou une bonne pratique, je ne sais pas, qu'on a pas mal poussé chez Moonspark entre nous et un peu vis-à-vis de nos clients, c'est le coup de téléphone pour rien, en fait. Pour maintenir aussi ce lien, et le respect passe aussi par le lien que j'ai interpersonnel avec les autres. C'est-à-dire que quelqu'un que je connais bien, que j'estime, avec qui je sais que je travaille bien, forcément, je vais toujours faire plus attention à la manière dont je vais lui parler pour pas dériver que si c'est quelqu'un que je connais pas parce que je l'ai jamais croisé, parce que je n'ai en face de moi qu'un process ou la réponse à un process ou quelqu'un qui me fait des mails. Et du coup, le coup de téléphone, juste pour rien, pour prendre des nouvelles entre collègues, ça permet de maintenir ce lien-là et de sortir justement un peu du Teams habituel où on ne se joint finalement que parce qu'on a un prétexte à se joindre, parce que j'ai une raison opérationnelle de parler. Et donc, c'est qui coupe le côté sympa de la relation aussi, parce qu'on est aussi là, on est aussi des animaux sociaux finalement. Oui, mais ça, c'était intéressant. Et ces temps qui, au début, nous paraissaient un peu futiles de dire finalement, on va faire une réunion Teams, c'est forcément utilitaire. C'est-à-dire, on va traiter le sujet de A à Z. Et en fait, on s'aperçoit que le bénéfice des cafés virtuels, par exemple, le fait d'avoir le matin, ce que je fais avec mon équipe, tous les jours, après vient qui peut, mais tous les jours, on a un café virtuel, ce qui a énormément aidé l'équipe aussi à maintenir ce lien, même s'il n'y a pas de sujet important, entre guillemets, mais c'est important de garder ce lien. Ou alors le fait, en réunion, de prévoir un peu ce temps de juste d'échange, de prise de météo. En fait, le petit exercice de la météo, c'est que tout le monde puisse exprimer comment ça va, parce que on a plus cette partie-là qui se faisait de façon naturelle quelque part quand on était au bureau. Donc, c'est important effectivement d'adapter aussi nos façons de concevoir des contacts à distance. Alors, une question dont je ne sais pas si on pourra la trancher aujourd'hui ou si même plusieurs années suffiraient, mais est-ce que le droit du travail actuel, je te la livre tel quel, le droit du travail actuel n'est-il pas complètement dépassé face au nouveau mode de travail? Oui, c'est un point intéressant parce que oui, tout à fait. Et on a eu pas mal d'échanges avec nos partenaires sociaux d'ailleurs sur tout ça, puisque même très récemment, on a signé un accord télétravail qui permet d'acter tout ce que je viens de vous raconter, c'est-à-dire cette grande liberté d'autonomie. Et donc, c'était intéressant d'essayer de voir comment cette philosophie, cette façon de fonctionner, quelque part, pouvait s'inscrire en droit du travail français dans un accord, se rédiger. Et effectivement, alors je dirais pas forcément les limites, parce que dans le droit français, tout n'est pas négatif. On a aussi des garde-fous qui sont parfois nécessaires, qui sont intéressants. Je parlais des heures de repos. On sait qu'un risque aussi de la situation qu'on connaît et de nos nouvelles organisations, quand vous êtes à la maison, cette difficulté parfois à couper entre
le travail et la vie perso, hein, vous avez juste parfois à sortir de la tête de votre ordinateur, vous êtes tout de suite chez vous. Donc là aussi, quand même, le droit du travail nous rappelle à certaines règles qu'on renforce derrière par des chartes de droit à la déconnexion qui sont d'autant plus importantes maintenant que ces connexions deviennent plus floues. Mais je pense qu'effectivement, le droit du travail va forcément être un peu challengé par ces nouvelles manières de s'organiser. Et on n'a pas parlé de l'équipement des collaborateurs à domicile pour qu'ils soient dans de bonnes conditions. Enfin, quand on commence à tirer la ficelle, il y a tout un tas de choses qui sont très intéressantes et sur lesquelles on va apprendre probablement dans les prochains mois et prochaines années sur ces nouvelles manières de s'organiser. En tout cas, c'est certain que ce qu'on vient de vivre est un accélérateur très fort sur un travail qui aurait probablement pris des années. Là, on avance, je dirais, à pas de géant sur ces nouvelles modalités d'organisation. Il y a eu un échange hyper intéressant sur LinkedIn il y a quelques jours sur quelqu'un qui a regardé les nouveaux modes de travail, c'est un des méga trends, c'est comme ça qu'ils appellent ça, des tendances lourdes identifiées par l'Europe. Et en creusant un peu, on s'aperçoit qu'en fait, ce rapport de l'Europe sur les nouvelles façons de travailler date de 2018. Donc de bien avant le moment où on a eu la crise il y a un an, et qu'effectivement, c'est quelque chose qui existait, qui s'accélère fortement. C'est quoi les premiers bénéfices que tu constates ou que Sandoz espère? Parce qu'effectivement, comme tu dis, c'est pas complètement dans le format final puisqu'on n'est pas tous pas revenir au bureau comme on voudrait. Mais les bénéfices attendus de la démarche. Alors, les bénéfices, je pense qu'il y a un bénéfice immédiat quand même. On sait que l'ambiance est un peu morose en ce moment. Hein. Les collaborateurs sont un peu fatigués de cette période où on ne peut plus revenir au bureau de façon normale. On peut plus normalement. C'est quand même un espoir. Et le jour où le collaborateur l'exprimait très fortement en disant on ne veut pas revenir comme avant. Et le fait d'avoir lancé cette démarche, de leur dire écoutez, on réinvente avec vous ce qui sera ce nouveau normal, ça permet quand même de se projeter. Donc on a, je dirais, en termes d'engagement, on a un vrai écho positif par rapport à ça, en disant c'est bien, c'est nouveau, ça permet de prendre en compte mes aspirations, de vivre différemment, de choses que j'ai testées et que je voudrais pérenniser. Donc ça, c'est un vrai bénéfice. Et puis après, le bénéfice plus moyen terme, c'est aussi, on se sert vraiment de ce projet, encore une fois, comme élément de transformation culturelle, c'est-à-dire embarquer les managers sur quel est leur nouveau rôle, qu'est-ce qu'on attend d'eux. Et ça concrétise vraiment ce nouveau rôle, c'est-à-dire leur parler aux managers, de manager coach, de culture on boss, tout ça, bon, c'est bien, ils comprennent, mais c'est un peu théorique. Après, quand on leur dit, voilà, concrètement, on va prendre un projet comme Choice with Responsibility et votre rôle, voilà ce que ça va être dans l'accompagnement des équipes. Là, ça devient concret. Ouais, là, ils voient bien. Là. Voilà, ils voient bien. Et donc, c'est pareil, c'est pour nous un accélérateur de transformation culturelle. Et c'est pour ça qu'on utilise énormément ce projet pour ancrer cette transformation culturelle. OK. Alors, il y avait une dernière question. Merci beaucoup. Il y a une dernière question, je pense à laquelle on a pas mal répondu, en parlant notamment d'un rapport d'adulte à adulte autour de est-ce que c'est pas utopique de penser que l'équipe va s'adapter aux besoins d'un collaborateur qui a envie d'aller en province. Je crois que toute la philosophie du programme, si j'ai bien compris, c'est que le contrat d'équipe, il n'est pas drivé par la somme des besoins individuels, il est drivé d'abord par les besoins de performance de l'équipe. Et on voit comment chacun est prêt à concilier ses envies individuelles et ses besoins individuels avec ce besoin de performance collectif. On reste quand même dans une entreprise je vais dire capitalistique, donc avec un besoin de rentabilité, un besoin de dégager du résultat et d'être performante. C'est normal, si l'entreprise est un organisme vivant, il faut bien qu'il puisse vivre, il faut qu'il puisse se développer. Donc, je crois que c'est pas tellement de l'utopie, c'est de la discussion beaucoup. Alors après, peut-être que la discussion et les nouveaux modes de management peuvent être encore un peu utopiques vu de nos fenêtres, mais j'espère en tout cas qu'on pourra aller de plus en plus vers ce type de projets, de culture d'entreprise qui sont pour moi vraiment des éclaireurs sur la route du management de demain et de relations très différentes. Tu parlais des partenaires sociaux. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut amener une relation différente entre partenaires sociaux et organisations en tout cas. Ouais. Oui, je concède tout à fait que le chemin va être long et complexe, mais encore une fois, c'est aussi des démarches apprenantes, c'est-à-dire qu'on est plutôt sur une philosophie où on essaye d'avancer, pas forcément de faire tout bien du premier coup et de pouvoir en permanence se réajuster. Et ça aussi, c'est l'adaptation un peu de la culture à un monde qui évolue très vite, sur lequel les organisations résilientes qui arrivent à s'organiser en permanence, à se réorganiser, et ça fait partie de ce chemin. Ouais. Louise est de retour, ça veut dire qu'il doit être l'heure de conclure. Ça. Merci beaucoup Lionel en tout cas.
Merci Lionel, Merci Louise. Thibaut. C'était super intéressant. Je vous ai juste mis sur la droite un formulaire de satisfaction. Donc n'hésitez pas à y répondre. Il y a 4 questions. C'est juste pour savoir ce que vous avez pensé de ce premier format et comment est-ce qu'on peut le faire évoluer. Je vous remercie à tous. Merci aux participants qui étaient nombreux aujourd'hui et on vous retrouve dès le mois prochain pour un prochain Time to Coach. Merci beaucoup et bonne journée. Merci Louise, au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.